c'est vrai qu'il n'y a pas de position ferme de Charlie sur des sujets très pointus, puisque moi-même étant directeur de la publication, je suis parfois minoritaire à l'intérieur du journal, et ça n'empêche pas les autres du journal de s'exprimer en développant des idées que je conteste par ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un journal un peu particulier. C'est un journal qui, je vais choquer plein de gens, mais qui ressemble à un journal démocrate. Et justement, ça me fait penser aussi par rapport à la vie économique de la presse. J'avais lu une déclaration disant que Charlie Hebdo était un journal quelque part un peu anticapitaliste, ou dénonçant en tout cas les dérives du capitalisme, mais le seul à respecter les lois du marché. Oui. Parce que ne recevons pas de subventions, oui, justement, contrairement à d'autres journaux en France qui ne vivent que grâce à la subvention. C'est un des paradoxes de Charlie Hebdo. On a une page donc économique qui condamne les dérives du marché, ou des fois même le marché tout court. Et à la fois, Charlie Hebdo respecte le marché, puisque on ne gagne de l'argent qu'en fonction de ce qu'on vend. On a les seules rentrées qu'on a, c'est la rentrée, enfin les seules rentrées financières qu'on a viennent des lecteurs. Si on a des lecteurs, on gagne notre vie et on arrive à faire tourner la baraque. Si on n'a pas de lecteurs, on meurt. Alors que la plupart des autres journaux, s'ils n'avaient pas les subventions d'État d'une part, plus les subventions des actionnaires d'autre part, ils seraient morts. 90% de la presse aujourd'hui devrait, si elle respectait les règles du marché, devrait être morte. C'est-à-dire, Libération est un journal mort, l'Humanité, là, c'est un journal mort, Le Figaro est mort, Le Parisien est mort, Le Monde est mort, le Journal du Dimanche est mort. Enfin, tous les grands journaux qu'on connaît et que vous pouvez lire par ailleurs sont des journaux qui sont à la fois subventionnés par l'État et à la fois subventionnés par des gros actionnaires. Et Charlie Hebdo, comme le Canard enchaîné, mais qui vit une autre, qui vit autre chose, puisqu'il a des ventes largement plus importantes que Charlie Hebdo, et qui a implanté depuis largement plus longtemps que Charlie Hebdo, nous ne vivons que parce qu'on a des lecteurs. Et la plupart, enfin, c'est là où ça devient un peu embêtant pour la presse française, c'est que il y a plein de journaux papier qui sont quasiment distribués gratuitement, et c'est la publicité qui paye la distribution gratuite. Donc la plupart des journaux aujourd'hui en France sont des journaux gratuits. On n'attend pas du lecteur qui renfloue les journaux, parce que même si le lecteur payait même un peu plus cher son journal, c'est pas ça qui le ferait vivre. C'est la publicité qui le fait vivre, et c'est les actionnaires qui rajoutent au pot régulièrement. Là, il se trouve qu'il y a des journaux importants qui sont dans des situations financières un peu catastrophiques, et il va se jouer des choses très importantes dans les jours ou dans les mois qui viennent, puisque Libération est quasiment en cessation de paiement. Enfin, je sais qu'ils ont de quoi payer les salaires jusqu'à fin décembre. Ensuite, on ne sait pas. Donc, ils vont être renfloués par qui, comment, pourquoi. Enfin, voilà. Donc, Charlie Hebdo, qui est dans une situation financière compliquée depuis pas mal d'années, continue malgré tout à survivre. Une des recettes de la survie dans la presse, c'est qu'on n'a jamais vécu au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des salaires délirants. Et je ne vais pas donner de nom de journaux ni de nom de personnes, mais il y a un hebdomadaire plutôt politique dont un des responsables était payé 23 000 € par mois. 23 000 € par mois, on peut embaucher combien de personnes avec ça 10 personnes, 15 personnes. Et à Charlie, alors vous tournez à peu près à combien en kiosque, on est à 25 000, à peu près 25 000 exemplaires. Donc c'est beaucoup moins qu'à une époque. Les plus fortes ventes de Charlie en kiosque tournaient autour de 50 000 exemplaires. Aujourd'hui, on est à la moitié, donc on est à 25 000, et on a 10 000 abonnés, c'est-à-dire qu'on peut compter, enfin, et puis un petit peu à l'étranger, donc en gros, on est entre 35 et 40 000 ventes, et c'est à peine suffisant pour faire vivre le journal tel que vous le connaissez aujourd'hui. Évidemment, la situation financière se dégraderait encore, qu'on s'adapterait, c'est-à-dire qu'en général, dans ces cas-là, c'est que chez nous, ce sont les plus gros salaires qui baissent leur salaire, et bon, voilà. Notre ordre du jour est bousculé par les événements. Ce devait être une présentation de vœux. C'est une conférence de presse et je suis seul à m'exprimer dans la mesure où les autres responsables
de l'organisation qui veut bien me prêter l'occasion de parler ici, dans ces lieux, sont tous en train de s'activer actuellement à la préparation de la réplique républicaine populaire de masse qui se prépare après ce crime. Hier déjà beaucoup de choses ont été dites, mais il est juste de commencer d'abord par répéter l'expression de notre compassion humaine pour ceux qui sont morts hier, pour leurs familles qui aujourd'hui souffrent la crucifixion du deuil, d'un deuil d'autant plus horrible qu'elles connaissent le caractère gratuit, barbare et personnel de l'assassinat. Nous-mêmes, nous perdons des compagnons de combat et des amis très chers. Plusieurs des membres de cette rédaction hier martyrisés partageaient nos combats. Et une fois de plus, nous sommes conduits à observer que quand les violents tuent, c'est souvent les nôtres qui meurent. Comme ce fut le cas en Tunisie, où, au nom des mêmes prétextes, furent assassinés Mohamed Brahmi et Choukri Belaïd. De même ici, ce sont les militants les plus constants de la laïcité qui meurent. Nous présentons nos condoléances à ces familles et à celles des policiers assassinés hier. Dans un tel moment, tout est dans les mots pour nommer les choses. La France pourrait être emportée, comme on l'a vu à d'autres périodes de son histoire, ou sous d'autres latitudes, par un torrent impétueux d'aveuglement, de passion non maîtrisée, de haine mutuelle, que chacun se souvienne bien quand il parle, qu'il y a des seuils desquels on ne revient pas. Tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, est un vocabulaire de guerre civile, doit être absolument et radicalement proscrit, car ce serait la victoire des assassins. Commençons par ne pas nommer terroristes des gens qui ne nous terrorisent pas. Ce sont des assassins, et rien de plus, dont la lâcheté a été hier marquée plus encore qu'à d'autres moments. Tuer des gens sans défense. Tuer des gens qui sont hors d'état de se soustraire à cette violence, hors d'état d'y répliquer. Tuer ce malheureux qui prend son poste de travail au coin de la rue et qui, une fois à terre, fait encore l'objet d'un tir qui va l'achever. Ne manquons pas un instant de flétrir de tels comportements. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Présomptueux qui se croient investis par Dieu de je ne sais quelle mission, comme s'il avait besoin d'eux pour s'accomplir. Le motif religieux n'est rien. C'est un motif politique qui est à l'œuvre. Il s'agit de faire taire, c'est-à-dire de ne permettre que ne soit dit que ce que ces fous prétendent supportable. Et c'est pourquoi ils frappent des journalistes. Et c'est pourquoi le premier devoir des Français est de réfléchir à cette heure sur le soutien qu'ils doivent apporter à cette profession, quand bien même y nourrissons-nous 1000 polémiques et avons-nous, comme c'est de raison, 1000 raisons d'en être malcontents. Le soutien, l'appui, la protection sans laquelle il n'y a pas de liberté. La liberté n'est pas seulement ce que protégeaient ces pauvres policiers assassinés hier. Ce n'est pas seulement ce que faisaient vivre les journalistes de Charlie Hebdo. La liberté, c'est ce que chacun d'entre nous peut faire pour empêcher la stupidité, la haine, le goût du crime, les répliques vindicatives de gagner du terrain. La première vertu dont nous devons faire preuve est de discernement.
dans l'embrouillis des émotions, des passions et des raisonnements, discerner pour comprendre et agir à coup sûr. Discernement et respect des faits. Charlie Hebdo et sa rédaction ne faisaient pas seulement vivre en général la liberté de la presse, ils faisaient vivre le droit, acquis dans ce pays au terme de 3 siècles de guerre civile ouverte et larvée pour des motifs religieux, le droit d'être irreligieux. La tolérance n'est pas réservée à une espèce de mutuelle abdication de chacun de ses dogmes supportant ceux des autres. La majorité du peuple français n'adhère à aucune religion et ne permettra pas que le pays soit transformé en un champ de bataille entre des prétendues certitudes révélées. Nous devons défendre sans aucune honte, sans aucune gêne, même si nous ne partagions pas ce qu'ils disaient, le droit pour d'aucuns de manifester leur irreligion. Et la France ferait bien de gagner, en plus de son discernement, un peu de cohérence dans ses appréciations. Et l'Europe ferait bien aussi de le faire. Car si cela tue au nom du blasphème, est-il normal qu'on trouve dans la loi référence au blasphème? Pourquoi maintenir dans le concordat d'Alsace-Moselle la punition du délit de blasphème? Comment peut-on imaginer qu'en Irlande, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Grèce, sous une forme ou sous une autre, le blasphème continue à être puni par la loi? Devant un tel défi, la France est bien armée pour répondre. Parce que, dans la fureur de ces années si nombreuses consacrées à centres massacrés, on finit par émerger les principes qui permettent la paix civile. La Déclaration des droits de l'homme, celle d'août 1789, marque très clairement quel est le territoire de la liberté de conscience. D'abord que la liberté de conscience est première, que c'est sur elle que sont fondées toutes les autres libertés, puisqu'elle met en cause la capacité de chaque être humain à apprécier le sens de ses actions et à en assumer la responsabilité. La liberté de conscience a été acquise par la résistance opiniâtre depuis le XVIe siècle, puis le XVIIe siècle, de tout le courant des Lumières, par des luttes qui ont été ponctuées par d'odieux massacres comme celui de la Saint-Barthélemy, d'odieuses punitions comme celles faites aux Chevaliers de la Barre, ou à Vanini, ou à combien d'autres. Et en particulier, quand, avec cette férocité qui était alors coutumière à l'époque, on décida de convertir de force tous les Français au catholicisme, et que les protestants y résistèrent du mieux qu'ils purent et réclamèrent cette liberté de conscience dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Qui peut oublier les 38 années d'enfermement de Marie Durand, sculptant sur la margelle du puits de Lumière, résister dans la belle langue occitane? Qui peut oublier qu'au premier plan de la scène du serment du jeu de paume, que nous pouvons tous aller voir dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, on voit un prêtre et un pasteur, et entre les deux, la figure de Rabot-Saint-Étienne, fils de l'avocat, qui obtint la libération des emprisonnés protestants. Le territoire de la liberté de conscience est parfaitement circonscrit dans ce pays et il n'y a rien à y ajouter. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » C'est-à-dire que s'il y a un trouble de l'ordre public, c'est celui que la loi reconnaît et condamne, aucun autre. Et cette appréciation n'est donnée à la liberté de personne. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement
sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Seule la loi, le juge, la force publique est habilitée à punir les débordements qui seraient commis au nom de la liberté de conscience. Pour le reste, bien sûr, chacun reste juge de l'appréciation qu'il a de telle ou telle parole, de tel ou tel texte. Mais n'est-ce pas là la grandeur de l'être humain que de pouvoir discerner parmi des choses contradictoires et démêlées, y compris ses propres sentiments? Il faut donc faire preuve de discernement et de cohérence. Discernement, cela signifie en particulier qu'il faut à cette heure, en même temps que l'on montre du doigt l'odieux assassinat et les lâches meurtriers, montrer du doigt aussi ceux qui ont cru qu'à la faveur de cet événement, il aurait été possible de déchaîner leur stupide barbarie en allant ou bien faire des déclarations qui n'ont pas lieu d'être. Non, la France n'est pas en guerre contre une fraction quelconque de ses citoyens. Ou bien ceux qui, passant les bornes, ont été s'attaquer à des édifices religieux, comme ça a été le cas la nuit passée contre des mosquées ou des lieux de culte et de prière musulmans. La France républicaine ne trie pas ses enfants d'après leur religion. Et chacun doit savoir que la liberté sera protégée par chacun d'entre nous. Liberté des journalistes, liberté des croyants, quelle que soit leur foi, liberté des incroyants jusque dans leur moquerie. Nos compatriotes musulmans doivent savoir que jamais nous ne confondrons le caractère de quelques fous avec ce qu'ils sont. Je dis fous, mais en vérité, je suis parfaitement conscient du fait qu'il s'agit d'un assassinat politique dont le contenu est parfaitement clair. Et c'est bien pourquoi il faut commencer à y résister, séance tenante. D'abord contre la peur. La peur qui, la première, va s'attaquer aux journalistes pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne disent pas, pour qu'ils cachent ce qui pourrait susciter la haine de tel ou tel. La peur ensuite de ceux d'entre nous qui, pourquoi pas, craindraient tout d'un coup du stylo, du crayon, de la parole, de dire ce qu'ils pensent. C'est à cela qu'il faut faire échec. Ensuite, échec à ceux qui voudraient nous diviser, nous trier d'après nos religions. Ceci étant bien dit, il va de soi que j'appelle tous ceux qui, dans un passé récent, m'ont marqué leur confiance et me la maintiennent encore à cette heure, à s'associer à toutes les manifestations de fraternité républicaine qui attesteraient de l'unité du peuple français pour défendre les valeurs fondamentales qui sont les siennes et son identité, qui n'est pas religieuse, mais républicaine. Que l'on soit français depuis 5 générations, ou depuis 5 heures, ou depuis 5 minutes, ce que nous avons en commun, c'est cet amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui est marqué sur nos bâtiments. C'est pourquoi, au moment où je vous appelle à vous joindre à ces rassemblements, je demande avec solennité que nul n'aille à cette occasion procéder à je ne sais quelle récupération politicienne de la situation. Je pense que le mieux à cette heure, c'est que ce soit les syndicats, les associations qui appellent au rassemblement et que les partis se mettent à leur suite et à leur disposition pour rassembler ceux qui ont confiance en eux. Ce serait le mieux pour que chacun d'entre nous puisse tranquillement trouver sa place et manifester sa ferveur républicaine sans être obligé d'en passer par la souscription à je ne sais quelle formule partidaire particulière qui a bien sûr sa dignité, son importance, mais qui n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la fraternité républicaine des Français. De mon côté, avec mes camarades, j'irai. J'espère que le Premier ministre voudra bien renoncer à organiser les manifestations, car nous ne lui reconnaissons pas cette autorité. Et nous ferons ce qui nous paraît le plus important de faire dans le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire d'éduquer, d'éveiller les consciences, d'argumenter le propos.
aider à comprendre pour ne pas avoir peur. Peut-être que on ne mesure pas toujours ce que signifie la peur. La peur, on la vainc par le courage. Ceux qui n'ont pas peur sont souvent des inconscients. Ils n'ont aucun mérite. Et le courage, il doit s'entretenir d'arguments et plonger dans la raison pour tenir bon, quelles que soient les apparences et les circonstances. Après la manifestation, lundi prochain, je veux me rendre utile à ma patrie en faisant ce qui est à ma portée, c'est-à-dire enseigner les principes qui nous réunissent. Alors je ferai une conférence au théâtre de Jazet à Paris et je montrerai le lien qu'il y a entre la laïcité et la paix civile. Et je nourris le vœu que ceux qui se trouveraient convaincus ou intéressés par mon propos le répercutent autant qu'ils le peuvent. Les circonstances de l'existence m'ont permis de voir à plusieurs reprises comment la peur pouvait être mauvaise conseillère, à quels emballements elle peut conduire et à quelle déraison. Par-dessus tout, il faut se dire et se répéter, je tiendrai bon. Par-dessus tout, il faut se dire, nous aurons le dernier mot. Ceux qui attaquent la République française vont perdre, comme ils ont perdu chaque fois dans le passé. Il n'existe aucune possibilité qu'ils l'emportent, aussi longtemps que nous ne commettons pas l'erreur d'aller renforcer leur rang par des propos inconsidérés. C'est pourquoi la fraternité républicaine est l'arme dont nous disposons et pourquoi il faut la travailler, la développer, l'encourager. Le monde entier regarde la France. Non, la France n'est pas le point de départ du choc des civilisations. Le vice-président Kerry a bien fait de parler hier de victimes de l'obscurantisme. J'aurais apprécié qu'il traduise la formule en anglais. Oui, c'est à l'obscurantisme que se mène la bataille. Et c'est la bataille de la République depuis le début. Voilà. Non, pas de choc de civilisation. Non, pas de haine. Non, pas d'incohérence. Pas de faveur pour telle ou telle religion par rapport à telle autre. Non, pas de tri entre nous. C'est le moment pour nous de refonder la patrie par nos sentiments républicains. Maintenant, dans la rue, c'est là qu'on va voir ça. Et le monde entier va nous voir dominer cette épreuve. Avec les outils, les armes, les médicaments que nous lui proposons, quelle que soit la nation, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire les sentiments républicains. Merci. L'antiracisme, aujourd'hui, est devenu un pro-islamisme, dans une certaine mesure, puisque la critique de la religion est confondue avec du racisme. Charlie Hebdo, qui s'est toujours battu pour la régularisation de tous les sans-papiers, qui s'est toujours battu pour le droit de vote des immigrés, etc., devient d'un seul coup, dans la bouche de certains jeunes, le mec qui doit avoir 24 ans, un journal raciste. Et là, bon, pour une fois, on a donc réagi et on a dit qu'on était un peu énervé de ce genre de propos. Et ce qui est amusant, c'est que la réaction en face, c'est « mais Charlie Hebdo, qui est pour la liberté d'expression, veut donc contrer la liberté d'expression, empêcher la liberté d'expression ». Or, par ailleurs, tous les journalistes nous ont appelés en disant « vous portez plainte, vous portez plainte, vous portez plainte ». Et non, on ne porte pas plainte, effectivement, c'est dans le cadre d'un rap. Il y a des romans bien plus violents que ce rap-là, et on va dire que c'est une expression artistique, donc on ne porte pas plainte. Mais ce qui est amusant, c'est que plein de gens ont dit « mais vous limitez la liberté d'expression, vu que vous critiquez le rap ». Or, non, on y participe à la liberté d'expression, puisqu'on critique, enfin, on répond à une critique. Donc on continue à alimenter cette liberté d'expression. Et quand Charlie Hebdo est attaqué parce qu'il a fait une telle une sur le Coran ou Mahomet ou je ne sais quoi, on accepte les critiques, on accepte le débat, on accepte énormément de choses.
La seule chose qu'on n'accepte pas, et c'est l'extrême limite, c'est la violence, enfin c'est les actes violents contre Charlie Hebdo et les menaces de mort, puisque les menaces de mort, même si certains rappeurs nous disent que c'est du second degré, après coup ils nous disent que c'est du second degré, on a reçu exactement les mêmes, formulées de la même manière, de la part d'Al-Qaïda. Et donc là, c'est pas une blague, c'est pas du second degré. Et voilà quoi. Donc si c'est de l'humour de la part des rappeurs, ça serait bien qu'il y ait un petit décalage entre l'humour des rappeurs et le ton d'Al-Qaïda, qu'on ne confonde pas les deux, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Et donc tu disais tout à l'heure que donc, dans le numéro qui va sortir, oui, bah, le prochain numéro, on va répondre de manière humoristique à ces rappeurs. Enfin, pas simplement de manière humoristique. J'ai fait une espèce de faux rap pour répondre, qui est aussi grotesque que le rap qui nous attaque. Mais il y a Zineb, qui est journaliste, qui est marocaine surtout, mais enfin elle est franco-marocaine, mais elle a surtout vécu au Maroc, et qui elle répertorie un peu tous les rappeurs qui sont attaqués dans le Maghreb pour leurs propos anti-religieux, pour leurs propos voilà, dérangeants, enfin, et des gens qui risquent vraiment quelque chose. C'est-à-dire ils risquent la prison, ils risquent la mort, pour certains d'entre eux, puisque les fatwas, il n'y a pas qu'en France que ça existe. Et donc elle essaie de remettre un peu les choses en place en disant, voilà les rappeurs qui ont quelque chose à dire et qui ont du mal à exprimer, et en France il y a quelques petits bourgeois rappeurs qui prennent des pauses antiracistes, en pensant que c'est de l'antiracisme, et qui se font la promotion, parce que dans la chanson il y a le même gars qui nous traite de chiens, donc d'infidèles, et qui nous demande, qui demande à ce qu'on soit brûlé. Il y a un petit couplet aussi qui paraît anodin, mais qui correspond pas non plus à la marche de 83, c'est-à-dire qu'il défend les filles qui portent le foulard, pourquoi pas, ils ont le droit de porter le foulard, mais il les oppose à celles qui sont trop maquillées, qui sont vraiment peinturlurées. Et en 83, encore une fois, c'était absolument pas le sujet C'était absolument pas le sujet. Et j'ai vu un excellent documentaire sur la chaîne parlementaire, sur la marche de 83, et les filles qui participaient à la marche participaient pas tellement pour se défendre elles en tant que filles, parce que c'était pas tellement embêté, c'était que leurs mecs, enfin leurs frères, ou en tout cas les garçons, étaient emmerdés par la police. Les filles étaient emmerdées par personne à l'époque, ni par les islamistes, ni par la police, ni par qui que ce soit. Et les filles avaient un rôle important, et ils ont participé enfin, vraiment, ils sont vraiment investis dans cette marche, en tant que nana qui avait toute liberté d'expression. Aujourd'hui, dans les banlieues, ça a un petit peu changé. Mais quand on voit que des rappeurs de renom approuvent ce genre de dérive, c'est un peu dommage, quoi. Et je sais qu'on a affaire et je sais qu'il y a des gamins de banlieue qui en ont rien d'autre à foutre de leur vie que d'écouter des raps et de se faire une opinion à travers ces chanteurs-là. Et ils vont avoir une image de la marche de 83 complètement délirante. C'est-à-dire que on a l'impression que la marche de 83, d'un seul coup, devient une marche pro-islamiste ou communautariste, alors que c'était exactement l'inverse. C'était des gens sortis de leur banlieue pour dire « nous aussi, on est français ». Et là, le rap, en tout cas, quelques couplets du rap disent « mais nous, on est musulmans et il faut nous respecter en tant que musulmans ». Mais ce qu'on fait par ailleurs, mais du coup, on est... voilà, enfin, on subit... un discours qu'on a déjà subi de la part d'Al-Qaïda. Et quand je dis Al-Qaïda, c'est pas simplement pour dire islamiste, pour trouver un nom sympa à islamiste, c'est que vraiment Al-Qaïda, le journal d'Al-Qaïda qui s'appelle Inspire, qui est publié en langue anglaise à destination des militants en Occident, réclame ma tête. Enfin, je suis condamné à mort par Al-Qaïda. C'est pas juste une blague de rappeur, quoi. Et voilà, encore une fois, j'ai du mal à faire à faire la différence entre une blague de rappeur. Je veux bien prendre les blagues de rappeur pour ce qu'elles sont, mais je vois pas la différence entre une blague de rappeur et le discours officiel d'Al-Qaïda. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est comme si demain un comique lisait Mein Kampf en disant mais c'est juste une blague. Mais bon, c'est quand même Mein Kampf, quoi. C'est curieux. Donc c'est l'occasion de parler un peu de la presse française, justement, parce que bon, j'imagine donc plusieurs journalistes français t'ont appelé pour avoir ta réaction, etc. Et alors comment tu vois la façon dont ils sont traités justement à chaud, là, justement, ce dernier événement? Est-ce qu'ils ont justement
réussi à mettre en perspective et parler de Charlie avec le recul nécessaire, bien présenter les choses à leurs lecteurs? Ce qui nous a surpris, nous suite à ce rap, on a juste fait un communiqué de presse à l'AFP, on n'a pas contacté, on n'a pas non plus un réseau, on n'est pas dans les réseaux qui comptent dans la presse, donc quand on a un communiqué à faire passer, on le fait passer par l'AFP. Après, l'AFP le propose aux autres journaux, et les journaux le reprennent ou le reprennent pas. Il se trouve que là, énormément de journaux l'ont repris, et c'est là où on est un peu dans une situation particulière, c'est-à-dire qu'on arrive à communiquer sur Charlie Hebdo que lorsque Charlie Hebdo a des problèmes avec l'islam ou au sujet de l'islam, et du coup, les gens qui ne sont pas lecteurs de Charlie Hebdo se font une idée de Charlie Hebdo, mais ce qui est légitime, vu que les médias ne parlent de Charlie Hebdo que lorsqu'on parle de l'islam, ils ont l'impression que Charlie Hebdo est omnibulé par l'islam, et que l'islam, ça fait... on se lève tous les matins en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre l'islam? Or, on traite l'islam comme on traite plein d'autres sujets, et j'ai dû affronter des critiques d'autres journalistes en disant, mais pourquoi, par exemple, je sais pas, moi, il y a des choses plus importantes que l'islam, et je suis d'accord avec ça, c'est pas le problème principal en France, mais pourquoi vous parlez pas de l'économie, par exemple, pourquoi vous parlez pas de la situation de la Grèce? Il se trouve que ça fait 20 ans que dans Charlie Hebdo, il y a une page toutes les semaines sur l'économie, qui est tenue par Bernard Marie, son oncle Bernard, et il n'y a pas une page par semaine sur l'islam dans Charlie Hebdo. Mais ces gens-là se font une idée telle de Charlie Hebdo qu'on a l'impression que Charlie Hebdo ne parle que de l'islam. Et lorsqu'on parle de la religion catholique, par exemple, aucun média vient nous voir en disant « mais vous avez mis le feu aux poudres, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Personne ne vient nous voir, sauf quelques catholiques d'extrême droite qui nous poursuivent en justice. Et quand ils nous poursuivent en justice, il n'y a pas un journaliste pour traiter le sujet. Or, quand les musulmans nous poursuivent en justice, effectivement, il y a toute une horde de médias qui nous poursuivent en justice. Parce qu'au fond, ils savent qu'il y a effectivement un climat particulier en France anti-immigré qui prend quelquefois une forme anti-musulmane. Mais d'où l'image un peu torturée de Charlie Hebdo, qui devient un complice des attaques anti-musulmanes. Et plus généralement, suite donc à la tentative d'incendie. Un peu plus fort. Oui, suite à la tentative d'incendie, donc c'était en 2011. Hein. Ah, c'était pas une tentative, non, on a vraiment brûlé. Ça brûlait, mais dire, oui, mais ça brûlait, mais dire. Mais bon, on ça n'est aurait pas pu être mort. plus grave. Il n'y a pas eu de mort. L'incendie et les menaces de mort. Est-ce que la presse française, à ce moment-là, a suffisamment bien traité le sujet? Oui, mais là, pour le coup, on était dans une situation particulière, et c'est la situation dans laquelle on devrait se retrouver toujours, c'est-à-dire dans une situation de victime absolue. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un journal crame en France, personne ne peut légitimer cet acte-là, y compris à droite, y compris à l'extrême droite. Il y a même Marine Le Pen qui s'est fendue d'un communiqué, enfin pas d'un communiqué, mais en tout cas qui a répondu à des journalistes en disant c'est pas normal qu'un journal satirique brûle en France, alors que Marine Le Pen, nous on a brûlé parce qu'on avait dessiné Mahomet, et moi j'ai été attaqué en justice, j'ai été mis en examen pour avoir dessiné Marine Le Pen. Donc bon, il y a une certaine... Marine Le Pen pense qu'on a le droit de dessiner Mahomet, mais qu'on n'a pas le droit de la dessiner elle en caricature. Mais bon, politiquement, elle ne pouvait pas dire autre chose, et personne ne pouvait dire autre chose qu'on condamne ce qui s'est passé. Aucun parti dit démocratique qui veut jouer les partis démocrates ne peut se réjouir de la flambée d'un journal. C'est un peu... Donc on a été soutenu, et très bien soutenu par nos collègues de la presse cette fois-ci. Il n'y avait pas d'ambiguïté possible, on était plein de journaux, et même des syndicats et des partis politiques, évidemment plutôt à gauche, nous ont proposé d'être relogés, et puis on a été relogés pendant 2 mois à Libération. Et donc, il y a un autre sujet dans l'actualité, peut-être on va parler d'autre chose maintenant, c'est les bonnets rouges en Bretagne. Et donc, à Charlie Hebdo, dès le départ, le sujet vous a intéressé, vous a interpellé c'est un sujet obligatoire, on traite toute l'actualité, donc les bonnets rouges... Enfin, c'est pas nous qui choisissons les thèmes d'actualité que nous traitons, c'est qu'on commente les faits d'actualité traités par les autres journaux, pour s'en moquer, et pas simplement pour se moquer de ces faits d'actualité, mais pour se moquer aussi de la façon dont les autres journaux traitent ces faits-là. Et les bonnets rouges, effectivement, on a traité le sujet. Ça n'a pas été le sujet principal des derniers numéros de Charlie, mais on a traité le sujet. Et moi-même, j'ai à la fois dessiné dessus et écrit dessus.
Mais bon, je suppose qu'il y a plein de gens, enfin ça a déjà été dit par ailleurs et depuis, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce mouvement qui me paraît moins incohérent dans la mesure où des syndicalistes vont manifester avec le MEDEF qui manifeste avec des indépendantistes bretons, qui manifeste, enfin c'était une espèce de globi-boulga un peu informe, et pour moi ça ressemblait plus à un carnaval, donc tout le monde se lâche, on pète tout, mais on fait pas de politique, quoi. Et pour moi, la vraie manifestation politique avait été à Carré avec la CGT et le Front de gauche. Mais bon, c'est un avis personnel. Pour rebondir là-dessus sur l'angle politique du dessin, la caricature, est-ce que on peut définir effectivement un angle exactement dans Charlie pour défendre un point de vue particulier de chacun, ou bien chacun, on a tous un point de vue différent. Et Charlie, ouais. C'est là où Charlie est difficilement saisissable par les autres médias et difficilement classable. C'est qu'en général, quand le directeur du journal ou le rédacteur en chef du journal écrit l'éditorial d'un journal, il décide, c'est l'éditorial qui décide de toute la ligne éditoriale du journal. C'est-à-dire que l'édito a dit ça, c'est-à-dire que tout le reste de l'équipe, bon gré ou mal gré, est derrière le rédacteur en chef. Nous, c'est un peu différent, c'est qu'il peut y avoir un édito, en tout cas un texte d'ouverture de Charlie qui dit quelque chose, et derrière, à l'intérieur du journal, des textes qui disent exactement le contraire. Ouais. Et ça, il y a plein de gens qui comprennent pas ça, et qui disent que c'est quoi la ligne de Charlie, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous dites exactement? Donc, malgré les différences et les oppositions qu'il peut y avoir entre nous, on peut définir Charlie comme étant un journal progressiste, de gauche, et à une très forte tendance écolo, quoi. Dit was lastig mee. Est-ce que tu... Just been pointed out something that I think everyone might want to see. The Paris hostage situation at the Kosher supermarket. See all these cops trying to bust in, shooting everywhere. Bang, bang, bang. Just check the guy on the left, middle left, the copper behind the car. He walks around, bends down and bang, 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 bang. He's shooting behind all the other cops. What? Can someone tell me what? Watch him again. There he is. It goes around, bends down, then all of a sudden you'll see the smoke coming out. He's actually shooting from about 10 metres behind everyone else. What, is he shooting through all the other cops? It just proves it's all fake, surely. He is pretending to be shooting. I don't know what that explosion was, but look, you'll see the smoke. This guy is shooting, this is in slow motion, from behind all those other idiots. I mean, can anyone explain this? Because that's just ridiculous. What the fuck? What the fuck? What the fuck? March did start at the Place de la République. Due to the sheer number of people taking part, it is following several routes across Paris. And Harry Fear is at the Place de la Nation, where it's due to end shortly, and he joins us live now. Harry, this has been a huge operation, hasn't it, logistically for security forces too. How have they coped?
What an incredible afternoon, evening this has been. More than 1 million people in attendance for this very special national, even international event. Of course, these dozens of world leaders also in attendance. And speaking to some of these hundreds of thousands of demonstrators who have descended on Place de la Nation here in central Paris today, really two almost distinct sets of sentiments and messages are being expressed. On the one hand, people want to very positively assert France's motto and the principles of free speech and free press, a very positive, almost celebration of these values, and this coming out today for that. And also on the other hand, a more somber expression of the tragedy of this week and a mood of commemoration among others particularly touched by this week's obviously shocking devastation. It's a national event against terror, for solidarity for those families of those affected by the week's events, and also, of course, one significantly calling for national unity. Event really, scientifically speaking, impossible to secure because of the vast number of people. The authorities and security services relying vastly on, of course, these thousands of personnel, but also technology to surveil crowds and individuals to try and secure this significant event. And we were told only yesterday by the Interior Minister here in France that sniper positions have also been set up to try and secure this event. And Marine Le Pen has linked terrorism, the phenomenon of terrorism in the West and in the French context, with immigration. Des gros plans, Jérôme. Sur le PM là, bah, ils viennent alors. Non, bougez pas. Bougez pas. Okay. Monsieur. La sécurité restera devant. Mais je veux en finir avec le dénigrement et le découragement. La France, c'est un grand pays. Elle est la 5e puissance économique du monde. La France, elle prend ses responsabilités chaque fois que la paix est menacée, grâce à l'intervention de nos soldats
en Afrique, en Irak, et je veux les saluer partout où ils se trouvent. Ils font honneur à leur drapeau. La France, c'est une diplomatie active qui cherche inlassablement la solution à des conflits comme en Ukraine, où je me suis impliqué personnellement, ou au Proche-Orient. La France, elle fait avancer l'Europe. C'est elle qui a porté la priorité de la croissance avec le plan d'investissement de 315 milliards d'euros qui va être lancé dès 2015 par la Commission européenne. La France, elle est reconnue pour ses innovations, pour sa culture, pour le talent de ses entrepreneurs, de ses créateurs, de ses chercheurs. Elle a été honorée cette année par 2 prix Nobel. Nous avons donc toutes les raisons d'avoir confiance en nous, mais à une condition: avancer, faire preuve d'audace, refuser le statu quo, écarter la régression. J'ai fait le choix de l'avenir, que va présenter le ministre de l'économie Emmanuel Macron dès le mois de janvier. Elle va libérer les initiatives, casser les rentes, libérer les énergies, l'activité, développer l'emploi, simplifier la vie des entreprises tout en protégeant les salariés. Ça sera un coup de jeune pour notre société, parce que cette loi, elle est surtout destinée à la jeunesse.